Bienvenue amateurs de frissons et de récits cauchemardesques. Préparez-vous à plonger dans les ombres de l'univers Marvel où les héros ne sont pas toujours ce qu'ils semblent et où l'horreur tapisse chaque page. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 comics qui repoussent les limites de la peur. L'un sera où la rage verte affronte des monstres primordiaux. Puis ensuite, une chevauchée infernale dans les flammes de la vengeance. Pour continuer sur un conte de trahison et de démons dans un monde brisé, puis finir dans une plongée dans les marais maudites où la terreur prend racine. Éteignez les lumières et méfiez-vous de ceux qui rôdent dans l'obscurité. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. En numéro 4, Hulk, l'ère des monstres. Dans les profondeurs de Subterranea, un royaume souterrain, Hulk savoure une liberté nouvelle, libérée de l'influence de Bruce Banner. Il chasse d'énormes créatures souterraines et partage ses proies avec les Moloids, une tribu de créatures souterraines qui le vénèrent comme un protecteur. Les Moloids célèbrent Hulk lors d'un festin, mais ils restent hantés par une peur. Ils viendront toujours le chercher. Cette crainte se concrétise lorsque des foreuses percent le sol, libérant une armée de drones en forme d'araignée dirigée par la commandante Amanda Von Doom, qui entre parenthèses n'a aucun lien avec le célèbre Dr Von Doom. Bien que dans le comics, Banner affirme avoir décelé quelques ressemblances. Amanda, membre de l'équipe Mad Squad, travaille pour le gouvernement américain et révèle à Hulk que Bruce Banner est devenu fou. Sur une île à la surface, Banner a créé des créatures mutées par le gamma et 2 sangliers irradiés, nommés 26 et 27, capturent un singe pour leur maître. Amanda demande l'aide de Hulk pour arrêter Banner, lançant ainsi un conflit direct entre les deux anciens alter-ego. Hulk, accompagné de la Mad Squad, se rend sur l'île de Banner, un lieu transformé en un cauchemar vivant. Banner a créé une armée de créatures mutées par le gamma, incluant des tigres, des gorilles, des ours et des chauves-souris, tous transformés en monstres Hulk. Ces créatures attaquent Hulk et la Mad Squad, qui découvre que Banner a volé les fioles de jus de gamma dans une base militaire du Nouveau-Mexique. Ce liquide utilisé pour créer des bombes ou des Hulk alimente les expériences démentes de Banner. Amanda avertit Hulk que Banner est devenu un scientifique fou, prêt à tout pour corriger ses erreurs passées, mais ses actions menacent le monde. Le colosse de Jade, déterminé à protéger sa paix, affronte les créatures et se prépare à confronter Banner lui-même. Dans un arc narratif en 2 parties, Hulk rencontre Man-Things, le gardien des marais, dans une confrontation explosive. Une mystérieuse séductrice des marais attire des victimes dans un piège mortel et Hulk, attiré par cette menace, se retrouve face à Man-Thing. Leur combat oppose la rage brute de Hulk et l'empathie surnaturelle de Man-Thing, dont l'acide mortel affecte même le titan vert. Cet arc explore la dualité entre la force destructrice de Hulk et la nature protectrice de Man-Thing, révélant un lien mystérieux entre les deux créatures. Hulk survit à cette rencontre, mais elle renforce son sentiment d'isolement et sa méfiance envers les forces extérieures. Le conflit central entre Hulk et Banner atteint son apogée. Sur l'île, le colosse de Jade découvre que Banner a construit une bombe gamma, un projet qui menace de détruire tout ce qui l'entoure. Banner, en proie à la folie, justifie ses actions en prétendant vouloir corriger ses erreurs passées, mais ces créatures, comme les sangliers 26 et 27, agissent de leur propre chef, attaquant des cibles sans son contrôle. Hulk accuse Banner de perturber sa paix, tandis que Banner se moque de l'apparence de Hulk, notant la perfection de leur séparation. La Mad Squad, menée par Amanda Von Doom, intervient pour éliminer Banner, qu'il considère comme une menace globale. Hulk, bien que réticent, accepte de collaborer pour arrêter son ancien alter-ego. Dans une bataille brutale, Hulk affronte les créatures de Banner et tente de désamorcer la bombe gamma, petit détail que j'ai omis dans l'histoire. En plus de vouloir transformer toute créature en Hulk, Banner voulait lui-même redevenir un Hulk par tous les moyens. C'est pour cela que, obsédé par l'idée de redevenir le colosse de Jade, il finit par faire exploser la bombe gamma. Mais Hulk, sachant qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver Banner de sa folie, mit fin au jour de ce dernier. À savoir qu'il y a dans le comics une histoire parallèle concernant Victor Von Doom, le Docteur Doom qui opère le cerveau de Hulk à coups de tronçonneuse. Et une intrigue aussi qui fait que la folie de Banner, Victor Von Fatalist, ne serait pas étranger à cette dernière. Mais je préfère faire une vidéo complète sur cette histoire car je la trouve très intéressante. Revenons à nos moutons. Et comme vous savez, Banner ne meurt jamais réellement, car sans Banner, Hulk n'a pas lieu d'être. Et préparez-vous parce que dans la suite de l'histoire, nous allons vraiment plonger dans l'horreur.
Dans un numéro clé, issue 13, Hulk et Banner sont confrontés à une situation désespérée impliquant Charlie, une jeune fille liée à l'Académie Strange. Le docteur Voodoo, un sorcier puissant, capture les âmes de Hulk et Banner dans une cage d'âmes, un artefact mystique où sont emprisonnés les êtres les plus terrifiants de la Terre. Leur mission est de trouver Sumungaru, le tisseur de chair, un sorcier maléfique emprisonné dans la cage pour sauver la vie de Charlie. Hulk et Banner, forcés de coexister dans cet espace surnaturel, se disputent violemment, Hulk menaçant même de tuer Banner. Alors un combat intensif s'ensuit entre Hulk, Banner et Sumungaru, accompagné de sa horde de démons. Ce dernier finit par être défait et n'a d'autre choix que d'accepter. Ce passage marque un tournant, explorant les tensions psychologiques entre Hulk et Banner, tout en introduisant des éléments mystiques et horrifiques. Au fil du comics, la série continue de développer l'ère des monstres, où Hulk affronte des créatures toujours plus terrifiantes. La Mad Squad, composée d'Amanda Van Doom, Mr. Gore et Brain, devient un allié récurrent, bien que leur loyauté envers le gouvernement américain crée des frictions avec Hulk. Les thèmes de l'isolement, de la rage et de la rédemption sont au cœur de l'histoire, avec Hulk cherchant à protéger les innocents tout en luttant contre la machination de Banner. Le comics explore également des flashbacks révélant comment Hulk et Banner ont été séparés, un processus lié à des expériences gamma extrêmes et à des forces extérieures non précisées. Chaque numéro renforce l'idée que Hulk, malgré sa puissance, reste un être en quête de paix, tandis que Banner sombre dans une obsession destructrice. Pour conclure, en septembre 2025, Incroyable Hulk volume 4 est toujours en cours, avec un relancement prévu pour fin 2025 sous le titre The Infernal Hulk. Cette série se distingue par son ton sombre, mêlant horreur, action et introspection psychologique. Hulk, libéré de Banner mais poursuivi par son ombre, incarne un héros tragique confronté à des monstres extérieurs et intérieurs. L'histoire met en lumière la dualité entre la force brute de Hulk et la fragilité humaine de Banner, tout en introduisant des nouveaux personnages comme la Mad Squad et des antagonistes mystiques comme Sumungaru. Le comic s'inscrit dans la continuité des récits modernes de Hulk, tout en rendant hommage aux racines du personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby. En 3, Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Ghost Rider 2022 ramène Johnny Blaze au cœur de l'action après des années de chaos dans sa vie, notamment son rôle de roi des enfers dans Ghost Rider 2019 et ses apparitions dans Avengers. Le comics dont je vais vous parler adopte un ton horrifique mêlant gore, surnaturel et introspection. Johnny est dépeint comme un homme brisé, hanté par son pacte avec Mephisto et sa malédiction en tant que Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Johnny Blaze, épuisé par des années de combat, se réveille à Idenfall, une petite ville américaine idyllique où il vit une vie paisible comme mécanicien, marié et père de famille. Mais quelque chose cloche, sa mémoire est floue et il ignore comment il est arrivé là. Des cauchemars violents et des visions de son passé en tant que Ghost Rider le hantent. Lorsqu'un tueur en série surnaturel, le faucheur des ombres, Shadow Reaper, commence à massacrer les habitants, Johnny est forcé de redevenir Ghost Rider pour protéger la ville. Avec l'aide de Talia Warrod, une agent du FBI qui traque les menaces occultes, Johnny découvre que Idenfall est une illusion créée par un démon lié au culte de Mephisto pour le piéger. Le faucheur des ombres est une créature invoquée pour le provoquer, exploitant sa culpabilité et sa rage. Dans un combat brutal, Ghost Rider utilise son regard de pénitence pour détruire le faucheur, révélant que la ville entière est une façade. Johnny, déchiré par la perte de sa vie parfaite illusoire, décide de partir en quête de réponses sur qui manipule sa réalité. Cet arc pose les bases. Johnny est un prédateur parmi les monstres, mais il est aussi une proie, manipulée par des forces plus grandes. Nous retrouvons Johnny Blaze accompagné de Talia, qui sillonne les routes américaines à moto, traquant des indices sur le culte de Mephisto, une secte qui orchestre des rituels pour libérer des démons. Il affronte des créatures comme des Wendigo mutants, des ghouls nécromanciennes, chaque combat révélant des fragments du plan de Mephisto. Johnny lutte pour contrôler Zarathos, le démon qui alimente Ghost Rider, car celui-ci devient de plus en plus violent, menaçant de consumer son humanité. Un nouvel antagoniste, Black Earth, le fils de Mephisto, émerge comme une menace centrale. Black Earth cherche à renverser son père et à s'emparer du pouvoir de Ghost Rider pour dominer les enfers. Dans un numéro clé, issue 8, Johnny est piégé dans un royaume infernal où il revit ses pires souvenirs, y compris la mort de son père adoptif, Crash Simpson. Talia révèle son propre passé. Elle a été exposée à des énergies démoniaques, ce qui lui permet de détecter les menaces surnaturelles. Leur alliance est tendue, car Johnny craint de la mettre en danger.
Le climax de cet arc voit Ghost Rider affronter Black Earth dans une église profanée où le culte tente un rituel pour lier Zarathos à Black Earth. Johnny, utilisant sa chaîne mystique et son regard de pénitence, repousse l'attaque, mais Black Earth s'échappe, promettant une guerre plus grande. Blaze réalise que Mephisto tire les ficelles depuis les enfers et il jure de le confronter. Le tout approfondit la mythologie de Ghost Rider avec des références sur son passé et une exploration des luttes internes de Johnny. Dans l'arc 3, Danny Ketch, l'ancien Ghost Rider, réapparaît, vivant dans l'ombre après avoir perdu son lien avec l'esprit de vengeance. Les deux Ghost Riders s'unissent lorsque le culte de Mephisto invoque une armée de démons pour déclencher une invasion sur Terre. Les numéros 12 et 13 présentent des combats épiques contre des abominations comme le ver des enfers, une créature massive qui dévore les âmes. Johnny et Danny découvrent que le culte travaille pour libérer une entité ancienne, le fléau primordial, emprisonné par les esprits de la vengeance il y a des millénaires. Talia, utilisant ses connaissances occultes, aide à localiser un artefact, le médaillon de puissance, qui pourrait renforcer les pouvoirs des Ghost Riders. Dans un moment clé, Johnny et Danny entrent dans une dimension infernale pour empêcher le rituel. Ils affrontent des versions corrompues d'anciens Ghost Riders comme Noble Kale dans des scènes horrifiques où des créatures enflammées s'entrechoquent. L'arc culmine avec Ghost Rider, Johnny, utilisant une version amplifiée du regard de pénitence pour détruire le fléau primordial, mais au prix d'un sacrifice. Danny perd une partie de son âme, le laissant encore plus brisé. Johnny, rongé par la culpabilité, promet de protéger Danny, mais leur relation reste tendue. Ce passage est un point culminant émotionnel, avec des dessins dynamiques qui capturent l'intensité des batailles infernales. Pour ma part, le comic se distingue par son rythme effréné, ses rebondissements et son esthétique sombre. Et la fin de la série avec Final Vengeance ouvre la voie à de nouvelles histoires, notamment Ghost Rider et Wolverine, Weapon of Vengeance, et des apparitions dans Avengers. En numéro 2, Dark X-Men. Dark X-Men The Mercy Crow se déroule après l'attaque dévastatrice d'Orky lors du Hellfire Gala en 2023 qui a décimé les mutants et détruit Krakoa, leur nation. Les mutants survivants sont traqués et la haine anti-mutant est à son apogée. Madeline Prior, la reine Goblin et clone de Jean Grey forment une équipe de Dark X-Men pour protéger les mutants restants depuis Limbo, sa dimension infernale. L'équipe composée de parias et d'anti-héros comme Havok, Gambit, Azazel, Emplate, Zero, Maggot, Archangel et la nouvelle venue Gimmick, Carmen Cruz alias Feint, est marquée par des tensions internes et des motivations conflictuelles. Le comics mêle horreur surnaturelle, action brutale et dilemme moraux avec un artefact central, le Mercy Crow, une version démoniaque du Cérébro qui traque les âmes plutôt que les pensées. Dans l'issue 1, voici la formation des Dark X-Men. Après le massacre de Hellfire Gala, Madeline Prior, depuis son ambassade de Limbo à Central Park, décide que le monde a besoin d'une nouvelle équipe d'X-Men pour protéger les mutants traqués par Orky, une organisation anti-mutant. Elle recrute une équipe hétéroclite. Havok, Alex Summer, amoureux de Madeline mais hanté par son passé tumultueux. Gambit, Rémi Lebeau, le voleur Kajun à la loyauté incertaine. Azazel, démon de Limbo et père de Nightcrawler motivé par ses propres intérêts. Emplate, Marius Saint-Croix, un vampire mutant endetté envers Azazel. Zero, Kenji Uedo, une entité organique instable issue de Génération Hope. Maggot, un mutant excentrique accompagné de ses vers symbiotiques. Gimmick, Carmen Cruz, une jeune mutante des Children of the Atom qui adopte le nom de Code Feint. Et Archangel, Warren Warrington III, oscillant entre son humanité et sa nature destructrice. Leur mission, sauver les mutants survivants et contrer Orky. Madeline découvre que la Mercy Crow, un artefact magique créé par Belasco, ancien maître de Limbo, est capable de localiser les âmes mutantes. Mais l'utilisation de la couronne attire l'attention d'une version démoniaque de Madeline, une variante multiverselle cruelle issue des profondeurs de Limbo. Cette Dark Madeline menace de détruire tout ce que l'équipe tente de protéger. Ce numéro se termine par une attaque d'Orky, menée par les agents Kroll et Valence, qui déploient des sentinelles Stark et un cyborg Wolverine, Albert, contre l'ambassade de Limbo. L'équipe s'unit pour repousser l'assaut, mais les tensions internes éclatent, notamment entre Havok et Azazel. Ensuite, Azazel, Havok et Maggot vont à la recherche de Callisto, une mutante qui coule des jours paisibles sur son bateau en plein milieu de l'océan avec son peuple, les Morlocks. Arrivés sur place, ils assistent à un massacre commis par une version corrompue de Archangel. Un combat intensif s'ensuit et Gambit finit par désintégrer l'Archangel corrompu. Pendant ce temps, Gimmick recherche Marisol et entre dans une forêt de champignons. Elle finit par la retrouver au centre d'une prison fongique. Pendant ce temps,
Dark Madeline manipule Azazel et Homeplate, semant la discorde dans l'équipe. La Mercy Crow révèle une vérité inquiétante. Elle est liée à l'âme de Madeline et son utilisation pourrait la corrompre complètement. Le tout se termine sur un cliffhanger. Dark Madeline attaque l'équipe de Madripoor, forçant Madeline à affronter son double maléfique. Le combat entre Madeline et Dark Madeline domine ce numéro. Dark Madeline, dépourvue d'humanité et invoquée par Belasco, veut usurper le trône de Limbo et détruire les mutants pour plaire à Orky. Elle utilise la Mercy Crow pour manipuler les âmes des mutants captifs, transformant des Morlocks en monstres démoniaques. Il y a aussi Albert, le cyborg Wolverine reprogrammé pour travailler pour l'Orchid et emmené dans une opération visant à capturer la mutante gimmick Carmen Cruz. Comme dit auparavant, les X-Men la sauvent, mais Albert blesse grièvement Havok. L'androïde est stoppé par les pouvoirs de la Reine des Gobelins et Zero fusionne avec ses circuits et commence à le contrôler. En tant qu'hôte prenant possession du corps d'Albert, Zero rejoint le groupe de mutants et il affronte un Baf Dragon des Limbes. Plus tard, Kroll tente d'utiliser LCD comme arme contre Zero et Albert, mais elle est également assimilée. Dans le numéro final, Madelyne Pryor fait face à son double maléfique. Cette dernière commet l'irréparable. Elle envoie une rafale d'énergie sur Havok, lui sectionnant les bras. Cela met Madelyne hors d'elle et éveille en elle un pouvoir surpuissant qui amplifie ceux des X-Men autour d'elle. À partir de ce moment, plus rien ne peut l'arrêter. Elle s'approche de la Reine des Gobelins maléfique, prend le contrôle de son esprit, puis d'un coup d'un seul, la décapite. Puis récupère la Mercy Crow avec comme phrase « Je suis seul à décider de la fin ». Le combat était enfin fini, les X-Men se retrouvèrent pour souffler, et Madelyne rejoignit Havok, l'être cher à son cœur. Puis pour finir, elle s'exprima et dit « Je suis Madelyne Pryor, la souveraine des limbes, et une fois pour toutes, la reine des gobelins ». Pour conclure, Dark X-Men The Mercy Crow est une mini-série intense et sombre qui capture l'esprit du désespoir de Fall of X tout en affrontant des moments d'espoir et de rédemption. Une profondeur a été donnée à des personnages secondaires comme Gimmick et Maggot, tandis que Madelyne Pryor brille comme une anti-héroïne complexe. J'ai trouvé que le comics a des teintes infernales et des scènes assez gore, renforçant l'ambiance horrifique. Voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre dans ma vidéo. Le Mercy Crow est un concept fascinant, bien que sous-exploré, qui pourrait revenir dans de futures histoires. Dommage que la série s'ouvre légèrement de sa brièveté, seulement 5 numéros, limitant le développement de certains personnages comme Azazel ou Homeplate, mais il reste un ajout mémorable à l'univers de X-Men. En numéro 1, Man-Thing Death of Night. Death of Night featuring Man-Thing revisite l'origine du Man-Thing Ted Sallis, un biochimiste transformé en monstre empathique dans les marais des Everglades en Floride. Publié sur l'imprime Max, le ton est résolument adulte avec des éléments gore, sanglants, du suspense psychologique et de la trahison. Narré par Digger, un fossoyeur macabre au jeu de mots douteux, l'histoire explore la transformation tragique de Ted Sallis, manipulé par des forces humaines et surnaturelles. Le tout mêle horreur classique et modernité avec des références à l'univers Marvel comme le sérum de super soldat ou I.M. Les personnages clés incluent Ted Sallis bien sûr, et Helen Brand sa fiancée traîtresse, Eric Sheet son assistant et Jennifer Kyle une sorcière des marais. Le tout est plongé dans un style de film d'horreur des années 70. L'histoire commence dans les marais de Citrusville, Floride, où Digger, le narrateur, introduit une relecture horrifique de l'origine de Man-Thing. Ted Sallis, un biochimiste brillant, travaillait dans une cabane isolée pour recréer le sérum du super soldat, celui qui a transformé Steve Rogers en Captain America. Accompagné de sa fiancée Helen Brown et de son assistant Eric Schist, Ted croit travailler pour le gouvernement américain. Mais la tension monte. Ted entend des bruits étranges dans une cabane voisine. En enquêtant, il découvre 3 créatures grotesques enchaînées, des mutants déformés, résultat d'expériences illégales d'Eric. Eric révèle un secret choquant. Lui et Ted travaillent en réalité pour AIM, une organisation terreau, je ne dirai pas le mot en entier, vous savez pourquoi, YouTube n'appréciera pas, et non pour le gouvernement. Furieux d'être manipulé, Ted attaque Eric, le frappant avec une lampe. Alors qu'il tente de fuir avec ses échantillons de sérum, Helen entre un pistolet à la main. Elle avoue être une agente d'AIM et avoir une liaison avec Eric. Helen tire sur Ted, qui s'effondre dans les marais, grièvement blessé. Désespéré, il boit le sérum expérimental espérant survivre. Les produits chimiques interagissent avec la végétation du marais, le transformant en Man-Thing, un monstre végétal muet, guidé par l'instinct et l'empathie. Man-Thing émerge du marais, libère les mutants enchaînés et se lance à la recherche d'Eric et Helen.
On voit déjà dès le début une ambiance oppressante avec des scènes gore et où le Man-Thing commence sa vengeance. Il tue Eric Sheets dans une scène sanglante en le brisant en deux et défigure son ex-petite amie Helen Brandt en lui versant de l'acide sur le visage avec sa main. Dans le numéro 2, Digger continue son récit, creusant 4 tombes mystérieuses à Citrusville, promettant de révéler plus tard pour qui elles sont destinées. Ensuite, l'histoire se concentre sur Jennifer Kale, une sorcière des marais, cousine de Johnny Blaze et danseuse exotique au Juice Orange, un bar local sous le nom de scène de Witchwoman. Jennifer s'occupe de son jeune frère, Andy, qui dessine des images du Man-Thing, le décrivant comme son ami vert aux yeux rouges. Après son service, Jennifer est abordée par Tim Rock, un vétéran de l'armée dérangé, qui insiste pour lui offrir un tour en voiture avec ses 3 complices, Blake Sims, Martin Levy et Steve Duffy. Méfiante, Jennifer refuse, sentant le danger. Puis Tim Rock se faufila derrière elle, lui assénant un violent coup de poing derrière la tête. Elle perdit connaissance. Il la chargea dans leur voiture, puis l'emmena dans une cabane isolée, la plaça les mains attachées sur une chaise et lui aspergea le visage d'un seau d'eau froide. Ces 4 êtres malsains avaient pour seul objectif de la violer. Mais à leur grand désarroi, ils ne savaient pas qui elle était réellement. Elle les regarda et prononça leurs noms sans même les connaître. Tim Rock, Steve Duffy, Martin Levy, Blake Sims. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Il se mit à l'insulter de tous les noms et lui demanda comment elle pouvait connaître leur nom. Tim la regarda et l'insulta encore de salope. Dans un regard glacial, elle répondit « Moi salope » et prit sa vraie apparence démoniaque de sorcière. Une fois transformée, sa phrase fut « Tu aurais dû me tuer quand tu en avais l'occasion ». Ils se mirent tous à fuir et leur peur attira le Man-Thing. Dans une scène brutale, le Man-Thing utilise son pouvoir signature, brûler ceux qui ressentent la peur. Les vétérans, des tueurs assoiffés de sang, sont carbonisés par son toucher acide. Ce numéro rétroactivement établit Jennifer comme une ancienne danseuse exotique, expliquant son costume de bikini en métal des comics Bronze Age. Digger tease que les tombes sont pour Tim Blake, Martin et Steve, soulignant la vengeance sanglante de Man-Thing. L'histoire introduit aussi une menace plus grande. Les mutants libérés par Man-Thing dans le numéro 1, des cannibales sauvages rôdent dans les marais. Digger narre une nouvelle histoire où 2 réalisateurs universitaires, accompagnés de leurs petites amies, arrivent à Citrusville pour tourner un documentaire sur la légende du Man-Thing. Ils ignorent que le marais abrite non seulement le Man-Thing, mais aussi les mutants cannibales libérés dans le premier numéro. J'aime beaucoup ce comics parce que je trouve qu'il adopte un ton slasher. 30 secondes plus tard, l'un d'eux demanda « Mec, qu'est-ce qu'il y a ?» Jake regarda en direction de la forêt et il était devant eux, le Man-Thing. Eux qui voulaient une preuve, Jack répondit que celle-ci était irréfutable. Steele, quant à lui, qui avait une très bonne vue, indiqua qu'il mesurait à peu près 2,50 m. Il n'avait pas peur de lui et montrait d'ailleurs un grand respect. Il ne le provoqua pas. Et s'il a jamais existé, ceci n'est plus réel. Le groupe se rapprochait conscient qu'ils étaient désormais sur son territoire. Mais comme ils n'éprouvaient aucune peur, le Man-Thing continua sa route. Quant à eux, ils décidèrent de retourner dans les marais. Des créatures infâmes, les mutants dont je vous parlais, étaient en train de leur tendre un piège. Puis, armés de couteaux et de dents acérées, s'attaqua à eux. Ils kidnappèrent l'une des filles, mais tenant à la vie coûte que coûte, elle arracha le doigt de l'un des mutants qui l'a bâillonné avec sa main. Mayan, dont j'ai oublié de préciser son prénom, réussit à s'échapper, mais prend une flèche en pleine poitrine par le mutant archer. Quand tout espoir fut perdu, Jan arriva avec un pistolet et tira en pleine tête dans l'un des mutants, ce qui eut pour effet qu'ils lâchent leur proie. Mais la vraie raison pour laquelle ils se sont échappés, c'est parce que le Man-Thing a fait son apparition. Mais il n'est pas le héros, son rôle est ambigu, car il réagit à la peur sans distinction. Pendant ce temps, toujours dans les marais de Citrusville, Helen Brandt, défigurée, mène une équipe de choc de Lyme à la recherche de l'homme-chose. On va le dire un peu en français pour changer. Elle-même sait que l'homme-chose était autrefois tête salisse et elle est déterminée à le détruire pour l'avoir défiguré. Ailleurs dans les marais, Jennifer Kale et son petit frère Andy partent à la recherche de l'homme-chose afin de prévenir la créature du danger qui le poursuit. Alors que les agents de Lyme se rapprochent, Jennifer crée un cercle mystique qui les rend tous deux invisibles. L'escouade passe devant eux sans même se rendre compte de leur présence. Jennifer jette ensuite un sortilège de dégoût sur les soldats, les forçant à se retourner les uns contre les autres. Les 5 hommes retirent leurs armes et commencent à se tirer dessus. L'odeur du sang et les cris de violence alertent les autres habitants des marais, les mutants.
4 abominations défigurées émergent de la boue et attaquent les soldats blessés. Ils les achèvent et commencent à dévorer leurs entrailles. Je vous ai dit que c'était assez hard. Brandt et son second Shepard quittent la sécurité de leur camp de base et se lancent seuls à la poursuite de l'homme-chose. Ils finissent par tomber sur la créature et Brandt brûle l'homme-chose avec son lance-flamme. Ce dernier attrape Shepard et lui brise le cou. Brandt s'approche de l'homme-chose et lui adresse des paroles qui réveillent un souvenir partiel. Bien qu'elle n'ait pas peur de lui, l'homme-chose la reconnaît comme une femme qui lui a causé une grande souffrance. Il la saisit dans ses bras et l'engloutit. Satisfait que l'homme-chose soit sain et sauve, Jennifer et Andy rentrent chez eux. Digger conclut ce récit dans le cimetière situé devant la Tour des Ombres. Il invite le lecteur à faire un tour à Citrusville afin d'apercevoir le légendaire M-Things, l'homme-chose. Et pour conclure, Death of Night featuring Man-Thing est une réinterprétation audacieuse et horrifique du mythe de Man-Thing, réussissant à capturer l'essence tragique de Ted Sallis tout en modernisant son histoire pour un public mature. Le style narratif de Digger, inspiré des anthologies d'horreur, ajoute une touche rétro, ce qui me fait d'ailleurs beaucoup penser pour les connaisseurs au conte de la crypte, tandis que les visuels amplifient l'atmosphère cauchemardesque. Le comics brille par ses moments gore et son exploration des personnages secondaires comme Jennifer Kale. Il rend hommage aux racines du Man-Thing, de Sauvage Tale issue 1 en 1971, tout en le plaçant dans un cadre plus violent et psychologique. Hey les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 4 histoires vous a le plus plu et surtout dérangé. J'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de booster. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.